Bonjour, bienvenue à nouveau dans Question d'éthique sur le thème du sujet âgé. Aujourd'hui, nous allons parler des soins palliatifs et de l'euthanasie. Pour cela, j'ai invité Alain Mukieli. Alain Mukieli est médecin de santé publique. Vous êtes directeur du secteur santé publique de la Mutualité française des Alpes-Maritimes. À côté de vous, Valérie Serraz. Valérie Serraz, vous êtes également médecin de santé publique, gériatre, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer. Et vous êtes également médecin coordinateur d'un EHPAD. Un EHPAD, c'est le nom de maison de retraite, le nouveau cycle des maisons de retraite, qui veut dire établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique et vous venez de publier chez Vuibert Le médecin et la mort, que je vous recommande. Et nous passons à la personne face à vous, Pierre. Face à vous, donc, Michel Poncet. Michel Poncet est neuropsychiatre, praticien hospitalier, professeur de neurologie et de neuropsychologie à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le président de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et vous êtes également directeur du CMRR PACAOUEST, c'est-à-dire du Centre de mémoire, de ressources et de recherche pour la science publique des hôpitaux de Marseille. Au bout de la table, Bernard Laborel. Bernard Laborel est ancien directeur de maison de retraite. Vous êtes conseil en ingénierie de projets gérontologiques et aujourd'hui chargé de mission auprès du Conseil général des Hautes-Alpes pour la mise en place de la maison départementale des personnes handicapées. Alors merci à tous d'être présents sur ce plateau. Nous reprenons nos discussions concernant le sujet âgé et notamment pour cet épisode, les soins palliatifs et l'euthanasie qui sont des questions assez lourdes. Alors je voudrais tout de suite commencer avec vous, peut-être Bernard Laborel. Qu'est-ce que c'est que des soins palliatifs d'abord et comment sont-ils mis en œuvre? Bernard Laborel. Alors, on parlera de soins palliatifs quand l'horizon de la guérison n'est plus... quand la guérison n'est plus dans un horizon raisonnable, en fait. Donc, dans le souci de continuer la prise en compte et la prise en charge de la personne dans sa globalité, il faut imaginer un certain nombre d'actes de soins. Parce que ça reste des actes de soins. On n'est plus dans le curatif pour chercher la guérison. On est dans le palliatif pour essayer d'agir au niveau d'un certain nombre de situations que vit la personne dans sa souffrance, dans sa maladie. Par exemple, la douleur, la prise en charge de la douleur, qui aujourd'hui est possible grâce à une pharmacopée qui s'est développée. Quand on parle de douleur physique, bien sûr, mais on parle aussi de douleur psychologique, morale, et élément essentiel sur lequel certainement on reviendra, de souffrance spirituelle, de douleur spirituelle. Vous voulez dire qu'il y a des médicaments pour la douleur spirituelle? Non, mais il y a des postures, il y a des comportements, parce que, si vous voulez, le traitement, les thérapeutiques ne sont pas faites que de médicaments, elles sont faites d'un ensemble de choses qui, articulées les unes aux autres, donnent le résultat, soit de guérir, mais là on est dans le cas où, techniquement, eu égard à la recherche scientifique du moment, cela n'est pas possible, et à ce moment-là, on s'attaque à d'autres aspects, parce que la qualité de vie de la personne, la qualité de ses ressentis est aussi essentielle. Voilà, les soins palliatifs, en deux mots, ce sont des soins qui interviennent quand le curatif n'est plus envisageable. Mais il faut quand même noter qu'on n'est jamais dans quelque chose unidirectionnel. Nous pouvons rentrer dans une phase palliative et puis, subitement, à l'occasion d'une rémission, d'une situation tout à fait même imprévisible, eh bien, on peut venir aussi revenir au curatif. Les choses ne sont pas contradictoires, elles se juxtaposent, elles s'accompagnent. Alors, vous faisiez malgré tout une opposition entre curatif et palliatif, naturellement, pour qu'on comprenne bien ce que veut dire palliatif. Mais là, vous nous dites que ça peut être associé. Alors, dans quelles conditions ça peut coexister, les soins palliatifs et curatifs? Alain Mukieli. L'univers du soin est un ensemble qui peut aller d'ailleurs du préventif jusqu'au palliatif en passant par le curatif. Mais cet ensemble est en fait un continuum. Et très souvent, des soins de type curatif sont appliqués à la personne, au patient, à des visées palliatives. Et donc, quelque part... Lorsque l'horizon de la personne, du patient s'obscurcit, lorsque des pronostics vitaux sont en jeu, un certain nombre de soins spécifiques, dits soins palliatifs, sont mis en place, mais sans forcément arrêter les soins curatifs, c'est-à-dire les soins qui quand même essayent tout au moins de mettre le patient, non pas en guérison, peut-être en rémission, mais tout au moins en soulagement. Donc c'est vrai qu'il y a un continuum entre les deux types de soins dans la tête des soignants et dans la pratique effective de nos soins.
Ouais, donc j'imagine effectivement que pour ces raisons de compréhension, on peut opposer les choses, elles ne le sont pas réellement dans la réalité. Et pourtant, on parle parfois d'acharnement thérapeutique. Alors Pierre Lecause, qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique? Dans l'usage courant du terme, l'acharnement signifie en fait une incapacité à reconnaître que la mort a déjà gagné et on fait comme s'il était toujours possible d'accomplir un bien en faveur du patient. On n'arrive pas à se résigner, à se résoudre à l'inéluctable. Mais est-ce que acharnement thérapeutique, ça veut dire aussi faire subir aux patients des traitements qui sont pénibles, douloureux, disproportionnés, douloureux, effectivement. Alors, évidemment, quand il y a lieu de guérir, on peut admettre que le patient souffre quelques désagréments, quand, par exemple, les douleurs post-opératoires, les effets piqûres, secondaires, les effets secondaires, etc. Ça, on peut arriver à l'assumer quand il y a encore lieu de guérir. Mais quand cela n'a plus de sens, on pique, on perfuse, on maintient de façon absurde. Et c'est d'ailleurs une pratique qui est refusée par les soins palliatifs. Hein. On a coutume d'opposer. Est-ce qu'on peut opposer justement voilà. soins palliatifs, acharnement thérapeutique? Est-ce que le soin palliatif, oui, c'est le contraire de l'acharnement thérapeutique? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut dire ça, Bernard Laborel? Soulager ne veut pas dire supprimer. Bien sûr. Est-ce que vous confirmez également, hein, Alain Mukieli? Mais ceci étant, je voulais juste rajouter qu'il est très difficile de dire à partir de quand commence un acharnement thérapeutique. Parce qu'on peut considérer que le médecin qui propose une énième chimiothérapie alors que il estime à 1 sur 100 les chances que cette chimiothérapie ait un effet bénéfique, on va dire qu'il s'agit d'acharnement thérapeutique. Mais si c'est le patient lui-même qui réclame cet ultime traitement, on ne peut plus parler d'acharnement thérapeutique puisque c'est lui qui l'a demandé. Donc c'est quand même un concept régulateur, mais aussi assez imprécis, forcément. Alors, Pierre, on continue sur ces concepts pour pouvoir bien les définir. Qu'est-ce que ça veut dire l'euthanasie? Qu'est-ce que c'est? Alors, on parle d'euthanasie active ou d'euthanasie passive. En 2 mots, la définition de ces termes. Euthanasie, c'est un concept qui suppose 3 composantes. D'abord, il faut que ce soit une mort délibérément produite par un tiers et en même temps que le motif, pour ne pas que ce soit un assassinat, soit qu'il s'agit d'apaiser les souffrances d'un malade qui est incurable. Suicide assisté, c'est différent. Le suicide assisté, c'est un peu différent parce que ici, on met à disposition du patient, dans le cas du suicide assisté, des pilules, les moyens en tout cas de se donner à lui-même la mort. Alors évidemment, le soignant a un rôle indirect et le suicide assisté reste interdit en France, mais tout de même, c'est la volonté du sujet de se tuer lui-même qui fait qu'on utilisera le mot suicide. Alors que l'euthanasie, on ne lui demande pas son avis, c'est ça? Alors si, normalement, même les gens qui sont partisans aujourd'hui d'une dépénalisation de l'euthanasie posent comme condition préalable que ce soit le sujet qui demande. On doit obtenir son consentement, mais c'est même plus que son consentement. On doit être absolument certain que cet acte répond à sa demande, soit qu'on la devine à travers son visage, soit qu'il la formule explicitement. Mais tout de même, pour un sujet qui n'a plus la maîtrise intellectuelle de ses moyens, comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que ce sujet n'ait plus envie de vivre? Alors là, c'est vraiment un problème important, effectivement, et c'est ce qui explique que aussi bien le Comité national d'éthique que le législateur français reste extrêmement prudent sur cette question et rechigne à l'idée de dépénaliser l'euthanasie, puisqu'on voit très vite qu'effectivement, il faudrait chaque fois présumer que l'intéressé lui-même demande à en finir avec l'existence, alors qu'au fond, on ne peut que présumer de Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, dans ce cas-là, un peu l'attitude que l'on a pour les greffes, par exemple, de prévoir un don d'organes avant que le moment particulier du décès arrive? Oui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire signer aux gens à l'avance? Alors, oui, Pierre Lecause, juste après. Un point, c'est que justement le législateur français, dans la loi du 25 avril 2005, la loi dite Leonetti sur le droit des malades et la fin de vie, a prévu la possibilité pour chacun d'entre nous de rédiger ce qu'on appelle des directives anticipées, c'est-à-dire un papier qui n'a pas de valeur juridique, notariale, mais qui quand même
compte dans le processus décisionnel plus que la parole de la personne de confiance. Donc, le papier est valable 3 ans de suite. Et si vous êtes dans un état problématique d'inconscience et que vous avez spécifié sur cet écrit que vous ne souhaitez pas qu'on s'acharne à vous faire vivre, le médecin devra tenir compte de votre point de vue. Alain Micheli. C'est exactement ce que j'allais dire. Que vous confirmez. Sauf que la déclaration anticipée, effectivement, 3 ans avant ou 2 ans avant, est-on dans le même état que lors de la maladie et au moment de la démence, lorsque la démence s'installe, est-ce qu'on a les mêmes désirs, est-ce que la même volonté? Donc même la déclaration anticipée est elle-même sujette à caution. C'est exactement ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration anticipée? Ce qu'on appelle aussi le testament de vie, c'est ça un peu? Oui, le testament de vie ayant une valeur légale. Voilà, d'accord, oui. Mais il n'est pas autorisé en France. Un être victime d'une maladie du cerveau est un être complètement transformé. Je ne suis plus du tout, quand le patient est dément, en face du même sujet qui a fait son testament de vie. Alors moi, je suis tellement rigoureux à ce niveau-là que je veux considérer l'être au moment où il est devant moi. Et je ne peux pas considérer l'être 20 ans avant comme l'être bien responsable et celui-là comme plus rien. Donc ça me choque beaucoup l'idée du testament de vie. Je suis pas, enfin, dans le cas des démences, attention, dans le cas des démences, ça me choque beaucoup. Enfin, je changerai peut-être, mais aujourd'hui, ça me choque beaucoup. On peut comprendre effectivement les réticences que vous exprimez, puisque quelquefois, derrière ces testaments de vie, derrière ces situations, se cachent au contraire des motivations économiques, particulières, familiales, que l'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas connaître, mais qui sont parfois beaucoup plus vénales, effectivement. Alors, nous avons fait à peu près le tour des problèmes. La position du Comité national d'éthique, vous nous l'avez décrite, Pierre, en quelques mots. C'est de dire l'euthanasie, c'est pas légal, mais il y a certaines choses que l'on peut dire et que l'on peut faire et que l'on doit prendre en compte. Il y a une différence entre le point de vue du Comité national d'éthique et la loi Leonetti, c'est que le comité d'éthique admet l'idée d'une exception d'euthanasie. Bon, mais le comité d'éthique n'appelle pas le législateur à intégrer dans son appareil législatif cette démarche exceptionnelle. Il considère plutôt qu'il y a des situations qu'on ne peut pas formaliser, mais où la personne est dans une situation vraiment désespérée et au nom de ce qu'il appelle un engagement solidaire, au nom d'une compassion pour celui qui souffre, si vraiment il n'y a pas d'autre alternative, il admet que le praticien, en accord avec la famille, avec le malade, avec l'équipe soignante, puisse pousser la seringue un peu plus loin. Mais c'est simplement parce que la loi ne peut pas embrasser tous les cas particuliers. Il n'y a pas de loi qui n'admet une exception, si vous voulez. Bien sûr. Enfin, ceci dit, le Comité national d'éthique, c'est un avis consultatif. C'est ça, il faut le dire. Hein? Alors, je voudrais qu'on revienne un peu aux soins palliatifs. Finalement, l'abandon des soins curatifs chez un patient et le passage aux soins palliatifs, est-ce que ce n'est pas finalement une façon de tracer la voie vers l'euthanasie, quelque part, puisqu'on arrête de soigner, on s'occupe de la douleur et finalement on laisse le patient aller vers une mort certaine. Valérie Serras, vous voulez dire un mot là-dessus? Je peux dire juste quelques mots. Je crois que moi, avec mon expérience personnelle, c'est un domaine qui est très difficile et sur lequel je n'ai pas encore pris de position. Je ne sais pas si j'en prendrai une un jour. Hein. À chaque fois, c'est au cas par cas. En tout cas, quand vous dites... Donc on abandonne les soins curatifs. Est-ce qu'on va vers l'euthanasie? Je ne pense pas, parce que par rapport à la définition qu'a donnée Pierre Lecoz, donc si j'ai bien compris, ça serait une mort provoquée par un tiers, donc par un acte. Active. Oui. Bon, active, on va dire. Et puis après, le motif étant diminuer une souffrance. Jugée elle-même insupportable par le sujet. Voilà. Donc bon, si on en reste juste à la définition, on se cache derrière les définitions, c'est peut-être pas le cas. Mais je crois qu'après, il y a le vécu. On sent la difficulté de ces sujets. Bernard Laborel, vous vouliez Moi, je crois qu'il y a une difficulté parce que ce sont des sujets qui sont arrivés sur le devant de l'actualité à la suite des épisodes qu'on connaît tous, mais qui souffrent d'un déficit de réflexion générale dans notre pays et certainement ailleurs aussi. Non pas que ce qui est décidé ailleurs signe
un progrès énorme, c'est à étudier, c'est sûr, mais en tous les cas, c'est prématuré, ça serait prématuré pour que le législateur prenne des dispositions là-dessus. Néanmoins, il faut déjà s'entendre sur le vocabulaire. L'euthanasie, moi je ne sais pas ce que ça veut dire passif. Le terme euthanasie, c'est le fait de donner sciemment et volontairement la mort. Une bonne mort. Oui, pour des raisons, effectivement, qui découlent d'une appréciation, comme quoi donner la mort dans ces conditions serait finalement une solution adéquate. Moi, je n'ai pas, c'est au cas par cas, mais en tous les cas, il n'y a pas, à mon avis, d'euthanasie active et passive. Là, à mon avis, on découple un petit peu le sens des mots pour s'en sortir, parce qu'on n'est pas clair dans la posture qu'il faudrait avoir là-dessus. Par contre, le droit de refuser des soins, qui est reconnu, me semble-t-il, hein, mon collègue me confirme, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire quand on dit, bon, je préfère effectivement ne pas rentrer dans ce type thérapeutique qui m'est proposé par le corps médical pour des raisons qui me sont personnelles, etc., c'est-à-dire ça peut s'admettre. Mais demander à un tiers, parce que c'est ça l'euthanasie, le problème, c'est que c'est demander à un tiers d'intervenir sur un choix de vie finalement, qui ne lui échoua pas, si vous me permettez cette itération. Hein, bien sûr. Alors, pourtant, malgré tout, l'euthanasie, sans en parler, puisqu'elle est illégale en France, donc elle n'existe pas, évidemment, et pourtant, très fréquemment, dans les établissements de soins, les hôpitaux, à domicile ou dans d'autres lieux, il y a une sorte de pratique, si je puis dire, qui, malgré tout, dans le secret de la relation de soins, aide certains patients à faire ce pas vers la mort. Michel Poncet, est-ce que ça existe vraiment, ça ? Écoutez, je crois que la relation d'un patient, d'un malade avec son médecin doit être une relation souvent très forte. Et je crois qu'on peut établir un contrat avec son patient. Personnellement, là je vais parler de ce que je connais, je n'ai jamais passé un contrat sur « je vous tuerai ». Je ne peux pas passer ce contrat. Par contre, je passe un contrat, je serai là dans toute la mesure de mes moyens à côté de vous. Et je serai là pour vous aider à ne pas avoir mal, à dormir, à être bien. Parce que c'est vrai que l'acte de mourir, le passage de la vie à la mort est parfois quand même extrêmement pénible. Et je crois qu'un médecin se doit vraiment d'être performant dans ce moment dur de la vie. C'est un moment de la vie, c'est pas la mort. La mort, c'est pas un problème, la mort n'est pas un état. Pour moi, en tout cas, la mort n'est pas un état. Par contre, le passage de la vie à la mort, enfin, la vie à rien, au néant, c'est un moment extrêmement difficile. Là, je crois qu'on doit passer des contrats avec les patients. Alors, moi, je suis contre c'est ma position, je n'envisage pas l'euthanasie. Mais je ne l'envisage pas. Par contre, vous envisagez le passage. Ah, mais c'est mon métier. Dites-moi. Okay. C'est mon métier. Alors ça, c'est mon métier. Je revendique alors là le devoir d'aider les patients à passer ce moment difficile. De même, dans la vie, quelqu'un passe un moment difficile parce qu'il a une maladie grave, on doit être là pour l'aider. Comme c'est le métier du médecin. Ça, c'est le métier du médecin. Tuer, je ne suis pas sûr que... Enfin, tuer, il ne faut pas non plus... Je ne veux pas paraître trop rétrograde. Mais personnellement, voilà, pour moi... Alain Muchelli, peut-être. Pierre Lecaux, je viendrai vers vous après. Alain Muchelli, vous avez aussi une expérience de médecin là-dessus. D'abord, je voudrais un préalable, peut-être un peu provocateur, mais je trouve a priori curieux qu'on parle de soins palliatifs et surtout d'euthanasie dans un sujet chez la personne âgée. Parce qu'à la limite, les problématiques de soins palliatifs encore, mais les problèmes d'euthanasie, dans une autre vie, je les ai rencontrés j'ai une vie aussi de médecin généraliste, et je les ai plus rencontrés sur des patients qui n'étaient pas forcément des patients âgés, mais à l'époque SIDA, même des patients jeunes, des patients cancéreux stade terminaux, des scléroses en plaques, des scléroses latérales amyotrophiques, et qui sont des pathologies qui ne sont pas des pathologies de patients âgés, qui sont parfois même des pathologies de patients jeunes. Donc ça, est-ce que le fait inconsciemment que nous ayons mis ce sujet dans la rubrique personnes âgées, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas quelque part un préalable dans nos inconscients là. Bon, ceci étant posé, c'est possible. Ceci étant posé, en médecine de ville, il est clair, et je le partage complètement,
l'opinion de M. Poncet, c'est que quelque part, nous sommes l'euthanasie ou l'aide au passage se pratique de façon claire et pas forcément, et pas pour des personnes âgées, et surtout pas pour des personnes âgées, à la limite presque je dirais, parce qu'à la limite un dément, personne âgée démente, comment puis-je savoir qu'elle est en non-retour? Comment puis-je savoir qu'elle est en souffrance? Ce sont des points importants pour juger de l'euthanasie. Alors par contre, oui, l'aide au passage, je partage complètement ce point de vue, c'est notre métier. C'est notre métier. Et ça prend des aspects de thérapeutiques spécifiques, des aspects relationnels spécifiques, et là aussi, avec la famille et le patient, dans un cadre peut-être pas contractuel de ce type-là, mais un contractuel au type de « je m'engage à aller avec vous le plus loin possible ». Oui, il s'agit d'un contrat moral, évidemment. Oui, bien sûr. Pierre Lecause, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Oui, pour revenir à votre question, que quand nous disons cette pratique est très répandue en France, dans les établissements de soins, cette pratique de l'euthanasie, on a tendance à appeler euthanasie ce qui n'est peut-être pas exactement de l'euthanasie. Car si on s'en tient vraiment à la définition que j'ai donnée, il faut vraiment une intention de donner la mort. Se dire, là, maintenant, je fais une piqûre de chlorure de potassium, un cocktail lithique, et lui, dans quelques instants, il ne sera plus de ce monde. Voilà ce que serait que l'euthanasie. Mais pour son bien, je fais ça pour son bien. Mais s'il s'agit de donner des antalgiques parce que la personne souffre, que mon intention est vraiment d'abord d'améliorer sa qualité de vie, et quitte ensuite à ce que cette décision de lui administrer des doses de morphinique ou de choses comme ça entraîne un raccourcissement de sa durée de vie, dans la mesure où tout de même j'ai en vue non pas l'idée de le tuer, mais vraiment de le soulager, je ne pense pas qu'il s'agit d'une euthanasie, il s'agit ce que les médecins aide au passage, donc. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que le passage, c'est la vie. On essaie de diaboliser ce moment particulier qu'est la vie. On essaie de diaboliser ces actes pour dire ils sont très nombreux et donc légalisons-le. C'est un peu facile. Ok, alors à la lumière, malgré tout, de décisions de justice assez récentes, et on l'a vu à propos de personnes qui n'étaient pas d'ailleurs des sujets âgés, si je me souviens bien, eh bien, il y a des risques assez pratiques d'aide au passage, en quelque sorte, voire d'euthanasie dans des cas plus importants. Quels sont ces risques pour les soignants et pour la famille? Pierre Lecause. Souvent, quand on consulte l'opinion publique, on s'aperçoit que 80% des Français seraient favorables à une modification de la loi qui permet à un individu de demander librement la mort. Mais on oublie de demander à la suite de cette question, est-ce que vous le feriez? Ah non. Ah non, nous, on a le droit d'être aidés à mourir, mais pour ce qui est de réaliser le geste, ça, ce sera les soignants, ce sera les médecins. Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon livre quand j'ai réfléchi à cette question de l'euthanasie, quand on discute avec des médecins, et s'il leur est arrivé de recourir à cet extrême d'accomplir une euthanasie, je me suis rendu compte que c'est un geste extrêmement fort, symboliquement lourd, et qu'ils n'ont pas du tout envie de commettre régulièrement. Donc ça reste quand même une question. Derrière la seringue, il y a une main. Bien sûr. La main du soignant. D'un point de vue légal, le risque, puisque c'est illégal, est-ce qu'il est important? Je veux dire par là, est-ce que si les conditions spécifiques d'une demande vérifiée, justifiée en quelque sorte existent, est-ce que le médecin s'en sort ou pas? Est-ce que c'est en quelque sorte la loterie des tribunaux qui décide? Comment ça se passe? Il y a une jurisprudence? Personne ne peut répondre à cette question. L'expérience nous montre que, en général, les tribunaux sont extrêmement cléments et comprennent, on l'a vu avec le cas de Vincent Imbert, qu'il est difficile de résister à une pression compassionnelle, émotionnelle très forte. Et donc, je n'ai encore jamais vu de médecins ou de soignants qui aient été condamnés en France pour une euthanasie à une peine de prison. Commentaire, Alain Micheli? Juste pour rappeler aussi qu'au-delà des décisions de justice, il y a aussi le code de déontologie de médecine, donc qui quand même est assez fort pour nous aussi, et quelque part, au-delà du pénal, etc., nous avons aussi une déontologie professionnelle qui fait, inscrite dans le code de santé publique, d'ailleurs, qui fait que
là aussi, on ne peut pas... Nous ne sommes pas formés, nous, médecins, pour donner la mort. Nous sommes formés pour aider à un passage éventuel, mais pas à donner la mort. Bien sûr. Alors, est-ce que, malgré tout, et si vous voulez, on en terminera sur cette question, est-ce que l'euthanasie peut être demandée par les proches, par exemple, pour un patient âgé? Moi, j'ai une expérience là-dessus qui est assez dramatique. Pas dramatique, qui a failli être dramatique, parce que lorsque j'étais installé, j'avais une personne âgée, justement démente, sénile, donc je veux dire quelque part qui n'offrait aucune possibilité de discussion, et qui a commencé à avoir une pyélonéphrite, fièvre, début d'escarre, nécrose de la peau, etc. Et pour laquelle la famille est venue me demander à mon cabinet de pratiquer l'euthanasie. Donc j'ai dit, messieurs, dames, laissez-moi 10 jours, comme quoi. Et dans les 10 jours, la personne, bien entendu, avec des traitements antibiotiques adaptés, du nursing adapté, des soins infirmiers adaptés, de la mobilisation, enfin bon, on va pas raconter l'histoire clinique, n'a plus de fièvre, ses plaies se sont cicatrisées, étaient en voie de cicatrisation. Et lorsque 10 jours après, j'ai reconvoqué la famille devant moi, la famille m'a dit, monsieur, nous ne vous avons rien demandé. Alors, c'est une expérience un peu cruelle, mais nous sommes dans la représentation là, des familles, nous sommes dans la représentation des personnes, et le médecin seul, à mon sens, par rapport à une famille, est un peu isolé. Je crois qu'il doit réfléchir, il doit prendre l'avis de ses confrères, il doit discuter, mais comme quoi, vous voyez, pour moi, c'était une expérience fondamentale, ce retournement de famille. Et intéressant aussi de montrer qu'une personne, même une personne démente, même une personne en fin de vie, même une personne malade, je me suis aperçu aussi, quelque part, qu'il restait un capital affectif. Même une personne démente, grabataire, perfusée, mais vivante, reste un capital affectif pour la famille. Et quelque part, le fait de passer à la mort, de rentrer dans le travail de deuil, bouleverse complètement des familles. Donc, vous voyez, les familles sont très, très, très ambiguës par rapport à ce sujet, et je crois que c'est très difficile de travailler les familles, mais il faut aussi, bien sûr, travailler les familles. Alain Micheli, je vous remercie pour le partage de cette expérience. Écoutez, je pense qu'on va conclure cet épisode sur les soins palliatifs et l'euthanasie avec cette expérience formidable. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat. Et puis, nous nous retrouvons demain dans Question d'éthique pour parler cette fois-ci des établissements de soins et de la qualité de vie du sujet âgé. Alors, à demain dans Question d'éthique.